bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir du monde pour parler podcast. On a une demi-heure ensemble pour cet atelier. On va parler de podcast de marque et plus particulièrement de narration. On va y venir dans pas longtemps. Et peut-être juste même avant de commencer, on va se présenter. Je commence. Donc moi, je suis Laura Pironnet. On travaille toutes les deux chez Cosa Vostra, qui est une agence digitale. Et donc moi, je suis en charge du podcast. Normalement, ça ne va pas trop vous étonner. Avant ça, j'ai surtout travaillé dans les médias et dans le monde de la communication. J'ai moi-même lancé mon podcast en 2019, Into the Job. Et aujourd'hui, donc avec Cosa Vostra, on produit des podcasts internes, maison, nos propres podcasts et ceux de marque. Et donc aujourd'hui, on va vous en parler un peu plus, notamment avec un exemple. Et Olivia, je te laisse te présenter. Tout à fait, bonjour. Donc moi, c'est Olivia, je travaille aussi chez Cosa Vostra. Je suis Head of Creative Content, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la conception et rédaction à l'agence, donc sur la partie brand content, campagne de communication, publicité, etc. Et donc on a été amenés, nos chemins se sont croisés à l'agence à pouvoir justement collaborer sur l'écriture de podcasts. Du coup, nos deux expertises réunies aujourd'hui pour pouvoir dérouler justement un petit peu ce dont on va parler. Donc on va d'abord se définir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par podcast de marque. On va essayer de comprendre quelle place on peut donner au podcast de marque dans une stratégie de brand content. Pourquoi et comment on peut adapter une écriture à ce format spécifique par rapport à d'autres médias. Laura nous racontera justement des retours d'apprentissage sur notre podcast The Edge. Et ensuite, on aura 5 minutes de questions. Voilà, donc on va essayer de tenir les délais. Et évidemment, si vous avez des questions, c'est un atelier, donc vous pouvez nous interrompre, prendre la parole, poser des questions, il n'y a pas de problème. Alors la première question, du coup, parmi vous, qui a déjà réalisé un podcast de marque ? Ok, quelques personnes quand même. Moi, ça m'intéresserait après qu'on s'en parle si vous voulez. Donc on va définir ce que c'est un podcast de marque, puisque c'est pas forcément évident. On parle d'un podcast natif. Je pense que la plupart d'entre vous doivent faire la différence entre un podcast natif et un podcast de replay. Là, on parle bien de podcasts accessibles en continu sur les applications d'écoute notamment. Donc de marque parce que porté par une marque, peu importe, ça peut être de l'institutionnel, ça peut être des musées, du privé, etc. Et donc la marque, alors là ça se jauge, elle est plus ou moins présente dans la communication du podcast. Des fois elle est très discrète, parfois il y a son logo sur la vignette, il y a son nom dans l'auteur, elle est dans le descriptif. Là où ça peut être un peu lourd, c'est quand elle est beaucoup citée dans le podcast, mais on y viendra juste après. Alors, pas de distinction en termes de contenu et de format, ça c'est vraiment la marque qui définit en fonction de ses objectifs de communication et de sa cible. Donc là, on va en parler juste après. Et alors, on fait la distinction entre un podcast à audience externe, accessible à tout le monde, peu importe que vous soyez dans la cible ou pas, ça reste accessible à tout le monde. Et podcast interne, ça se fait de plus en plus. C'est souvent des entreprises à très grande taille qui ont besoin de communiquer très largement à leurs collaborateurs internes, souvent partout dans le monde, mais ça peut être aussi qu'en France ou dans un pays. Et donc là, on parle de podcast interne. Vous et moi, on ne pourra pas y accéder. Et c'est très compliqué de savoir quelle marque fait un podcast interne, puisque souvent, elle ne communique pas dessus. Et chez Cosa Vostra, on fait notamment les deux. Et donc, ce contenu, il sert forcément à une stratégie de marque. C'est pas juste on fait un podcast parce que c'est sympa, c'est à la mode et ça nous fait plaisir. Ça rentre dans la stratégie de communication, de brand content. Et c'est à mettre à côté de tous les autres canaux qu'on peut connaître en communication. Alors, quand on parle maintenant de podcast de narration, alors attention, ce n'est pas une définition officielle. Forcément, j'ai plus l'habitude de prendre le micro fixe. C'est pas une définition officielle parce que souvent on parle plus de format, reportage, enquête, interview, talk show, etc. Nous là, quand on vous parle aujourd'hui, on a choisi d'utiliser ce terme de narration qui comprend des podcasts de témoignages, donc première personne, pas de voix d'animateur ou de host. Ça peut être du reportage, du documentaire.
ou de la fiction. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas parler de podcast de conversation, d'interview. Alors, on en fait beaucoup chez Cosa Vostra, mais justement, on ne veut pas vous parler de ça aujourd'hui. Ça peut être une histoire qui peut être racontée sur plusieurs épisodes ou une histoire par épisode. Bon, en tout cas, il y a un fil conducteur. C'est scénarisé, sans parler forcément de fiction. Ça peut être bien sûr une histoire réelle. La plupart sont des histoires réelles. Il y a très, très, très peu de marques qui font de la fiction. C'est compliqué à produire, c'est très coûteux aussi. Bien sûr, ça demande beaucoup de compétences. Généralement, on a plusieurs invités ou contributeurs par épisode, mais il peut y avoir qu'une seule personne qui témoigne. C'est une proposition qui se veut du coup plus audacieuse, c'est plus créatif, en effet, c'est ce que je disais, ça demande plus de travail, un temps d'écriture plus fourni, et souvent ça fait quand même un peu plus appel aux émotions. C'est souvent ce qu'on recherche dans le format du podcast. Donc c'est un peu tout ça, c'est un portrait assez bref. Et là, je vous ai mis des exemples, bien évidemment, il n'y a pas que cela. On vous a mis des exemples assez différents, à la fois en termes de format, de contenu, mais de marque, pour aussi vous dire que ce n'est pas que les marques de luxe. Souvent on dit oui, les marques de luxe, elles peuvent se le permettre. Oui, Hermès, oui, Château Cheval Blanc, mais pas que. On a, j'écoutais encore ce matin les enquêtes du Louvre. Je vous ai mis aussi un média parce qu'on aime beaucoup ça chez Cosa Vostra, mais aussi beaucoup de podcasts qui sont créés par les médias et notamment de narration, pas que de conversation. Puis voilà, d'autres marques, ce sont que des exemples, mais c'est bien aussi d'aller se nourrir et d'aller écouter tout ce qui existe. Et là, c'est des exemples français, mais bien sûr qu'il y en a à l'international. Merci. Du coup, effectivement, comment on inscrit ce format, ce podcast de marque, dans une stratégie plus globale de brand content? L'objectif premier, en tout cas, du podcast et du podcast de marque, c'est de pouvoir fidéliser sa cible, de travailler aussi son image, sa notoriété, comme on l'a vu dans les exemples précédents. On se note effectivement qu'il y a 4,4 fois plus de mémorisation d'une marque, après une écoute de podcast, ce qui est assez énorme comme chiffre de brand recall. C'est un format aussi qui permet de prendre son temps. Donc on va pouvoir creuser sur un sujet sur du long terme. On voit justement que plus de 60% des podcasts natifs font plus de 30 minutes. Donc ça nous laisse effectivement le temps de pouvoir raconter, développer une histoire particulière. C'est un média qui est assez niche, qui est assez communautaire. Il permet de se positionner, on l'a aussi vu dans les podcasts un petit peu, dans les exemples précédents, comme expert, comme spécialiste référent sur une thématique précise, pour pouvoir légitimer aussi un peu plus son positionnement. Le podcast permet aussi à la marque de créer, comme tu l'as déjà un petit peu suggéré, mais de la connivence, du lien, de se rapprocher de manière encore plus intime, plus personnelle de son public. Voilà, on a ce chiffre qui nous dit que les podcasts natifs sont perçus comme plus proches de leurs consommateurs, consommatrices pour 82% des auditeurs et comme des marques plus innovantes pour 80% d'entre elles ou d'entre eux. Donc c'est aussi un beau chiffre pour illustrer cet argument. Et donc comment et pourquoi on doit adapter l'écriture au format qui change des autres médias qu'on aurait l'habitude d'utiliser pour respecter ces codes. La première règle, comme tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est d'éviter l'écriture trop commerciale. Donc de mettre trop en avant sa marque, d'être trop omniprésent par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. L'idée, c'est de rester assez discret, de pouvoir laisser vraiment le contenu s'exprimer devant la marque. Et ensuite, c'est ce qu'on a appris, ce que j'ai appris aussi aux côtés de Laura à l'agence, c'est que vraiment ce contenu doit être pensé pour de l'audio. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter les phrases qui sont trop écrites, qui du coup à l'oral vont sembler un petit peu trop lourdes, trop redondantes. Enfin voilà, il y a aussi des exercices de diction à travailler. Et effectivement, c'est à la lecture, donc à l'oral aussi, qu'on s'en rend compte et qu'on peut adapter l'écriture. Prendre en compte les usages du podcast, c'est-à-dire se dire que un podcast, en fait, on l'écoute, je sais pas, en faisant sa cuisine, en faisant du ménage. Oula, j'ai que des exemples hyper sexistes. En faisant autre chose,
voilà, en faisant du sport, voilà. Donc voilà, on n'est pas on fait 2 activités en même temps, une activité et en même temps on écoute du podcast. Donc les messages, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils puissent être parfois répétés de manière subtile, parfois résumés. C'est comme une prise de parole devant un public qui peut décrocher, pas comme vous, j'espère. Donc le podcast natif, comme on le dit dans ses usages, on peut l'écouter sur le moment, mais on peut aussi l'écouter 2 mois après, 2 ans après. Donc il faut à chaque fois aussi bien pouvoir penser à contextualiser la situation et l'espace pour avoir une bonne compréhension. Et voilà, ça revient à ce qu'on a dit, mais dans le podcast, on ne fait qu'entendre. Du coup, il va falloir faire la part belle aux descriptions aussi de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, là où on veut aller et pouvoir le répéter et être précis aussi sur ces éléments. Donc effectivement, comment on embarque son audience, comment on la guide pas à pas pour pas qu'elle décroche et pour qu'elle reste justement à l'écoute. L'accroche, donc les premiers mots, le descriptif même du podcast, c'est assez essentiel. Effectivement, c'est comme dans un livre audio, c'est les premiers mots qui vont nous intriguer, qui vont faire qu'on va continuer à écouter. Donc ça, c'est un travail effectivement qui est nécessaire et important. Et voilà, ce qu'il y a derrière ces différents types de formats, que ce soit, comme tu disais, documentaire, témoignage ou enquête, c'est l'histoire qu'on raconte derrière. Et dans l'histoire qu'on raconte, c'est vraiment le fil du positionnement de la marque qu'on va tirer. Je sais pas, comme on l'a vu dans les exemples d'avant, on peut être une marque de couche pour bébé et donc de pouvoir prendre un aspect du positionnement d'une marque et de pouvoir raconter des histoires, je sais pas, de relations avec son enfant par exemple, et c'est se focus sur un aspect assez précis qui vient répondre à cet angle. Et donc, ça nous permet aussi d'affiner, de creuser la tonalité. Comment on va écrire, qu'est-ce qu'on va faire ressentir comme émotion par rapport à notre discours de marque déjà global. Comment on va tirer le fil là-dessus. Voilà, est-ce qu'on va être émouvant, drôle, populaire, exclusif, inspirationnel. C'est un excellent moyen de pouvoir travailler ce tone of voice en fait, avec le champ lexical et aussi la voix et le sound design. Donc tout ça, ça vient rajouter par rapport à des médias qui n'utilisent pas forcément tous ces éléments, et ça vient susciter effectivement plus facilement de l'émotion. Voilà, on a mis versus effectivement une newsletter, un flyer, une publication Insta. En tout cas, c'est des éléments qui viennent en plus provoquer de l'émotion. Alors, retour d'apprentissage. Merci beaucoup. On va vous parler du podcast The Edge, qui est un podcast que nous produisons, mais pour la marque Tagueilleur, que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Donc c'est un podcast en anglais, si ça vous intéresse d'aller l'écouter. Je vais revenir rapidement dessus. Ce sont les vignettes des 3 derniers épisodes qui sont sortis, c'est la saison 2. Je vais revenir rapidement dessus, mais c'était pour que vous voyez aussi un peu l'univers visuel. C'est pas facile, on va pas vous le faire écouter. Vous voyez à quoi l'univers ressemble. En bref, en quelques mots, c'est un podcast qui a été lancé l'année dernière. Aujourd'hui, on a 15 épisodes en anglais, animé par Theo van den Broeke, qui est rédacteur en chef de GQ, mais en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. La première saison était sur un format classique, interview. On a voulu un peu durer 1 heure chaque épisode. On a voulu un peu la challenger. Et on a un concept qui a un peu évolué, un nouveau format. Vous allez voir détaillé juste après. On a un témoignage de l'invité avec une partie où on a enlevé toutes les questions de l'animateur. On y a rajouté du sound design, des sons d'archives, de la musique, du son d'ambiance qui viennent un peu étoffer le témoignage. Et c'est beaucoup plus court, oui, ça fait 20 minutes. C'est parfois difficile d'aller convaincre une marque de faire plus court, mais là, on a pris ce pari-là. Donc le concept, c'est un artiste, un sportif, une sportive, ou entrepreneur qui revient sur un moment clé, donc The Edge, le moment où on bascule, où sa carrière a été bousculée. Ça peut être un record du monde, un événement public, une rencontre, etc. Et en fait, la personne revient en détail sur ce moment-là. On ne raconte pas toute sa vie, toute sa carrière, ce qu'elle a fait après. C'est vraiment
un récit. La première vignette que vous avez vue, c'était Sydney McLaughlin qui a fait le record du 400 mètres, donc une athlète américaine. Son 400 mètres, il a duré 52 secondes. Donc elle est revenue sur ces 52 secondes en détail, ça dure 20 minutes. Voilà, donc juste pour vous montrer, pour vous rappeler, pardon, ouais, je veux bien la série d'après. Cible grand public, communauté qui sont fans des invités. On vise un public anglophone, vous l'avez compris. Objectif, capter l'attention avec un format court, un discours inédit, puisque souvent ce sont des stars internationales. Le deuxième invité, c'est Guy Berryman, qui est bassiste Coldplay, donc des énormes communautés de fans, mais qui ne connaissent pas forcément sa vision. Il est revenu sur le premier festival Glastonbury qui les a fait connaître. En tout cas, ça a fait leur succès. On connaît l'histoire, mais pas de son point de vue à lui, donc c'était intéressant. Et récit plus immersif, on fait beaucoup plus appel aux émotions. Structure des épisodes, juste pour que vous compreniez sans l'avoir écouté, mais j'espère que vous irez les écouter. On a un début de témoignage. On arrive avec une introduction de l'animateur Theo van den Broeke qui est personnalisée en fonction de l'épisode. Un témoignage à la première personne. Là, on n'a que l'invité qui nous parle, avec du sound design qui vient étoffer. Alors, c'est pas non-stop. Voilà, c'est quand même, on essaie de peser les choses. Ensuite, on revient, c'est un choix qu'on a fait sur un mode de conversation. Donc là, on a l'animateur qui revient, ça permet aussi d'avoir un autre échange. Et à la fin, on a une conclusion qui, elle, est générique, qu'on ne change pas à chaque fois. Voilà la structure un peu des épisodes. C'est pas la meilleure structure forcément. On teste, on fait aussi des choix, mais en tout cas, on est content, ça a l'air de bien fonctionner. Un peu les retours d'apprentissage qu'on a sur ce podcast et ce concept et ce format qui utilise plus la narration, un peu découpé par étapes. La préparation éditoriale, vous vous en doutez, ça demande quand même pas mal de préparation. Il faut aller se renseigner sur son invité. Là, les invités qu'on a, autant vous dire qu'on les a pas 2 heures qu'à nous pour préparer l'épisode avant, donc on a intérêt à bien se renseigner. On a des premières questions qui sont forcément très descriptives. C'est les 5 W que tout le monde connaît, parce que sinon, on ne peut pas s'immerger dans l'histoire. Où étais-tu ? Quand est-ce que c'était ? Avec qui tu étais ? Pourquoi tu étais là ? Etc. Qu'est-ce que tu as fait ? On est obligé de demander à la personne de décrire un maximum. Ça lui fait parfois bizarre de dire à l'oral « on était le 12 janvier, machin, et j'étais là ». Mais en fait, il faut qu'elle le raconte, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Faut qu'on puisse visualiser la scène, en fait. Là, d'autant plus avec le concept qu'on a choisi. Il faut les briefer pour leur expliquer qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc c'est un brief avec l'animateur ou l'animatrice s'il y en a, avec le ou les invités. C'est important de bien leur expliquer, idéalement de leur faire écouter d'autres épisodes pour qu'ils puissent comprendre, ok, on a envie de m'emmener là. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément des gens qui ont du temps ou qui ont écouté le podcast. Sur la partie enregistrement, un maximum de temps. C'est parfois compliqué avec nos agendas et les agendas de tous, mais il faut prendre le temps pour enregistrer. Non pas qu'il faut faire plusieurs prises, je ne suis pas forcément en train de dire ça, ce n'est pas forcément quelque chose que nous on recommande. Ça perd, quand ça fait 5 fois qu'on raconte son histoire, à la 5e fois, c'est plus très naturel. Mais en tout cas, il faut avoir le temps pour briefer justement avant, reprendre un passage si on a vraiment besoin. Reposer les questions, ça on connaît tous, on pose une question, la personne ne répond pas complètement à la question, ou on est un peu passé à côté, ou alors il faut lui faire en effet répéter, donc on peut reposer ces questions. Demander un maximum de détails, des choses tangibles, de la description comme on disait tout à l'heure. Chacun un peu sa façon de faire, il y a différentes écoles, mais on peut aussi capter un maximum de récits. Alors il ne faut pas se retrouver avec 5 heures de rush pour en faire 20 minutes, c'est un peu ridicule, mais ne pas hésiter aussi à enregistrer. Pourquoi pas diffuser à l'invité ou à la personne qu'on interroge une archive pour le ou la faire réagir. Ça peut être aussi intéressant parce que des fois, c'est des moments qui datent un petit peu. En tout cas, pour notre format avec The Edge. Alors, en post-prod, on peut varier les formes de contenu, appelez ça comme vous voulez. On peut avoir, donc en effet, comme on a fait du témoignage à la première personne, on peut revenir sur du dialogue. On peut reprendre de la musique. Donc soit vous composez, soit c'est libre de droit. Après ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Du son d'ambiance, des archives. Alors pareil, les archives, c'est parfois un peu compliqué, mais en tout cas, ça existe et c'est souvent très sympa.
en effet, voilà, avoir une dynamique dans le récit, c'est pas évident, c'est des vraies compétences, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Rester subtil, alors ça c'est le travail du sound design et de la musique, on est dans de l'audio. Alors oui, il faut décrire et oui, il faut rajouter du son, mais c'est pas parce qu'on dit il pleut qu'il faut entendre du son de pluie, etc., parce que ça devient un peu lourd. Mais voilà, c'est un travail assez subtil, de dosage, ouais, un peu comme à l'écrit aussi. Et quand même garder en tête qu'on a une ambiance sonore, audio globale. On a un épisode, si on a trop de styles différents, trop de styles de contenu, il faut quand même qu'on sente qu'on est dans une seule et même histoire. Il faut que ça s'entende à l'audio. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est dans les temps. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a raconté, sur d'autres choses? J'ai vu une main se lever juste ici. Ce que ça lui rapporte? Ah oui. Alors, j'aurais pas de données chiffrées et malheureusement pour The Edge, on n'a pas le droit de vous communiquer de chiffres. Là, pour The Edge, la marque Tag Heuer est sur la vignette. C'est sûr et certain. Après, elle n'est pas omniprésente. Et donc, ça, c'est les vignettes des épisodes. Donc là, c'est Sidney McLaughlin, Guy Berryman et Max Verstappen. Elle est citée en intro, en outro. L'animateur n'est pas de Tag Heuer, ça c'est aussi un choix. Mais non, j'ai pas de données pour et je suis pas certaine aujourd'hui. Alors c'est impossible d'avoir toutes les données fines sur tous les auditeurs, mais je pense qu'on est sur une cible qui ne connaît pas forcément Tag Heuer, puisque c'est des communautés de fans. Alors après, ce son-là, en l'occurrence, pas pour Guy Berryman, mais Max Verstappen est ambassadeur de Tag Heuer, donc l'association est plus simple. Mais sinon, pas nécessairement, en tout cas pour notre cas à nous. Je pense que parmi les podcasts qu'on a cités tout à l'heure, il y en a où c'est plus évident. Baby Bien, Baby Bio, je pense que c'est plus évident, par exemple. Charles et De Gaulle, je suis pas sûre que ce soit forcément évident que ça m'intéresse. Ça dépend un peu de l'appropriation du sujet, à quel point on va faire un choix, parce que ça m'intéresse, ils ont plusieurs podcasts, donc voilà, c'est aussi le choix. Les enquêtes du Louvre, c'est plus simple, parce que c'est des œuvres, on fait des enquêtes sur des œuvres du Louvre, donc bon, c'est plus ou moins évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors encore une fois, je ne peux pas donner de chiffres, donc je suis désolée. C'était en termes d'écoute. Et alors, en l'occurrence, on a créé un site web, parce qu'en fait, The Edge, c'est un podcast, mais c'est aussi un magazine en ligne. Donc en fait, il y a aussi l'objectif, c'était aussi de ramener du monde sur. Donc ce site est rattaché au site tagheuer.com / The Edge magazine. Donc on peut aussi renvoyer, le renvoi se fait, enfin le call to action est renvoyé vers le magazine, en l'occurrence, où il y a du contenu qui est beaucoup plus lié aux montres. Là où dans The Edge, on parle pas de montre, enfin il n'y a pas de c'est quoi ton modèle préféré, etc., ce qu'on aurait pu faire, ce qui est un autre concept. Donc là en l'occurrence, nombre d'écoutes, pas tellement sur le taux de complétion. Donc taux de complétion, taux d'écoute jusqu'à la fin de l'épisode ou pas. On visait une audience qui était donc US, UK. Ça c'est bon, c'est bien le cas en même temps. C'était plutôt simple. Et sinon non, c'était vraiment le nombre d'écoutes. Voilà. Après ça reste un format qui est très nouveau pour les marques et je sais pas si certains ont expérimenté ça. Souvent les marques qui viennent nous voir n'ont aucune idée des KPI qu'elles doivent fixer. Donc c'est pas un exercice simple. Ça dépend bien évidemment de l'objectif du podcast et de la cible. Si on fait un podcast très très B2B ciblé, forcément on peut pas s'attendre à comme un podcast grand public
Ouais, encore une fois, c'est pas la même chose. Là, c'est que des. En l'occurrence, là, il y a que des podcasts B2C. Ouais. Donc, alors, monsieur derrière et après. Oui. Ouais. Oui, alors c'est du doublage, c'est comme en vidéo. Alors après, se farcir non-stop un podcast que doublé en français, je pense que l'expérience c'est pas super. Parce que c'est pas. En plus, ça demande un effort d'attention qui est autre que un film, une vidéo, etc. Donc moi, j'aurais pas conseillé de faire. Mais je crois, on a un épisode qui va arriver où il y a une personne qui parle français et qui ne savait pas parler anglais. Donc là, on va doubler. Donc oui, ça, il y a un coût en plus, le coût de. Et donc là, il y a deux stratégies. On a eu le cas pour Génération Do It Yourself, qui est un des podcasts maison qu'on produit, où là récemment il y a eu un épisode en anglais, donc on le publie en 2 fois. On fait une version anglais, notre audience est française, mais on va se dire, alors nous on a estimé qu'une partie de notre audience était capable de comprendre l'anglais, mais on a aussi fait une version doublée en français, parce que la promesse n'est pas top si on a une audience française et qu'on lui dit bon bah c'est comme si un magazine demain se disait bon allez là j'ai une page en anglais, j'avais pas envie de traduire, j'estime que mon audience va comprendre. Oui, c'est des coûts supplémentaires. Il faut faire attention voilà à l'expérience d'écoute pour que la personne qui écoute bah, oui oui on pourrait, mais c'est pas la stratégie de Tagueilleur. Leur ah bah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. On prépare un autre podcast pour eux et ils ont un podcast interne géré par les équipes françaises, mais en anglais. Parce que leurs collaborateurs sont partout dans le monde, les revendeurs sont partout dans le monde, les clients sont partout dans le monde, mais ils peuvent être russes, comme australiens, comme indiens. Donc après, l'anglais, c'est comme ça. J'avais d'abord monsieur et après je. Ouais, ouais, ouais. Oui, alors ça coûte plus cher. Ça c'est à peu près une évidence. J'aurais du mal à me prononcer, mais je pense qu'en dessous de 50K c'est compliqué. Alors pour une série, oui, oui, pas pour un épisode bien évidemment. Ça n'a pas trop de sens de faire qu'un seul épisode. Mais après, si vous faites vraiment de la fiction avec des comédiens voix, du son, non, ça peut monter très très cher. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus tellement. Éclat dans narration, c'est très large. Mais Château Cheval Blanc, qui est une très belle production, je sais pas, c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais ça peut assez vite monter. Je sais pas, ça peut être une dizaine d'épisodes, mais il y en a qui en font 6 et que ça se tient en 6 épisodes. Il y en a qui en font 12. Il n'y a pas de règle. C'est comme une série Netflix. Hein. Y a pas de... ouais. Donc, plateforme d'écoute, non. Alors, je pense que en France, le classement général, c'est Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Là, ça varie en fonction des podcasts. Attention, je ne suis pas en train de faire une généralité. Après, on va avoir Podcast Addict aussi, qui est pas mal utilisé. On va avoir Deezer, ça devient un peu plus marginal, mais ça reste quand même dans les plateformes d'écoute. Après, si vous avez un site web, ça peut bien remonter en fonction de votre redirection. Ça dépend. Ouais. Oui, oui, mais Apple Podcast et Spotify sont les 2 premiers généralement. Ouais. Ouais. Alors, nous, chez Cosa Vostra, on n'a pas de... Enfin, on a une personne qui compose, mais on n'a pas de... On fait appel à des personnes extérieures si vraiment il y a besoin. Sinon, il existe des banques de sons pour à peu près tous les sons possibles. Si vous cherchez des sons de respiration, des sons de nature. Et après, il faut composer. Il y a différentes couches de sons. Si vous faites une production où c'est un peu spatialisé,
on va entendre quelqu'un se déplacer et en même temps sa voix, il faut qu'on entende aussi le déplacement. Bref, il y a plein de techniques possibles. Après, dans le sound design, il y a aussi les sons, les musiques. Donc là, soit libre de droit, soit composées. Donc c'est là où l'enveloppe peut vite monter si ça devient une réalisation complètement sur mesure. Donc ça peut en effet vite chiffrer. On a composé pour une campagne de pub, mais pour du film, parce qu'on a testé ça en interne. Mais sinon, on compose pas, nous, en interne, pour des musiques de podcast, etc., pour l'instant, quoi. Voilà. On teste des choses après. Voilà. Donc les KPI dépendent des objectifs du podcast, donc ça qui sont définis en amont. Image, visibilité, notoriété, si vous faites de la communication, ça va à peu près être la même chose, de sa cible. Et donc, en fonction, on peut se dire, si mon objectif, c'est d'être visible, je peux même me dire que mon KPI, c'est mon nombre d'impressions sur Instagram, si je publie sur Instagram. Ce n'est pas forcément le nombre d'écoutes. Les KPI les plus évidents dans le podcast, c'est le nombre d'écoutes par épisode et après, éventuellement, par mois. Donc, l'épisode, ça nous donne aussi la qualité de l'épisode, bien évidemment. Ça peut varier d'un épisode à un autre. C'est intéressant de le voir sur la durée. Souvent, le premier épisode marche très, très, très bien. Et après, hop, on redescend un petit peu et après, il faut redevenir le plus stable possible. Et après, ça dépend complètement de votre objectif. Mais ça peut être difficile, ça peut être complexe à mesurer. Si l'objectif c'est la notoriété, en fait, il n'y a pas autre chose qu'un sondage pour définir si. Ah oui, oui, non, mais là, c'est sûr. On est d'accord. Ça dépend aussi de. Alors là, je connais pas les chiffres. C'est pas nous qui les avons produits. Ouais. Ça dépend complètement du podcast. Génération Do It Yourself, c'est 650 000 écoutes par mois. Mais c'est Génération Do It Yourself, c'est le premier podcast entrepreneur français. Et après, on a des podcasts. La Martingale, qui est sur les finances personnelles, c'est 135 000 écoutes par mois. C'est très bien. Et après, on a mais ils ont Génération Do It Yourself à 5 ans et la Martingale 3 ans. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça vit aussi dans le temps, le podcast. On peut pas, les marques qui s'attendent à un coup de baguette magique et à être connues du monde entier. Déjà, souvent, les podcasts ne sont pas lancés par des marques qui démarrent. C'est souvent des marques un peu plus posées. Donc, après, nous, on définit avec la marque qu'est-ce qu'on attend du premier épisode. Mais si elle communique pas, si elle en parle pas, là, c'est un peu évident. Ouais. Commencer par les communautés qui sont déjà entre guillemets acquises, donc l'interne aussi, ça fonctionne même par là. C'est son premier public, alors ça peut être ses partenaires, ses clients, etc. etc. Et puis après, il y a différents leviers. Il y a le levier classique qui n'existe pas du tout que pour le podcast. On peut faire des RP, ça fonctionne aussi très bien. Et après, il y a des leviers très spécifiques au podcast qu'on peut aller activer. Il y a des campagnes qu'on peut faire sur les applications d'écoute. Il y a du social, il y a après des achats d'écoute. Enfin, après, il y a peut-être des acteurs qui sont là aujourd'hui aussi qui répondent à ça. J'ai pas tout vu, mais il y a des leviers après de promotion qui sont très propres au podcast. Il y a ceux plus classiques qui existent pour tout le monde, mais comme n'importe quel levier, contenu qu'on crée, on peut pas s'attendre à avoir un succès fou si on parle pas de son podcast. Donc après, ça dépend. C'est sûr que lancer un podcast sur Charles de Gaulle, bon, c'est le sujet. Et là, on va peut-être plus s'intéresser que. Faut savoir aller accrocher son public et expliquer pourquoi est-ce que notre podcast il doit être entendu et écouté. Ça commence forcément par le public qui connaît la marque. Et le but, souvent, c'est d'aller chercher d'autres publics qui ne connaissent pas la marque et qui vont rentrer par là et se dire tiens, voilà, c'est intéressant. C'est la fin. C'est ça, c'est la fin. Merci.